Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la deuxième émission, Le parcours du migrant. De tout temps, le monde a connu des mouvements de population aux motifs essentiellement économiques. L'immigration est donc le fait de s'installer dans un pays étranger dans l'intention d'y rester. Cela nous amène à nous interroger sur le parcours du migrant. En d'autres termes, quels sont les facteurs qui poussent les personnes à quitter leur pays d'origine? Sont-elles toujours les bienvenues sur leur nouvelle terre? Sont-elles bien intégrées ou mal insérées professionnellement parlant? Ont-elles conscience des risques de santé mentale auxquels elles s'exposent dans une terre parfois mal connue? Autant d'interrogations qui méritent réflexion et débat. Pour cela, la première partie de notre émission, nous discuterons des facteurs de la migration, suivis de leur impact sur la vie du sujet migrant dans la seconde partie. Enfin, nous terminerons notre émission par les politiques d'intégration et d'insertion dans la troisième partie. Et pour en débattre, nous recevons à nouveau deux invités bien connus de la maison. Il s'agit d'Emmanuel Nkouzmami. Et Emmanuel Nkouzmami est cadre supérieur d'entreprise, directeur du cabinet Neures Conseil. Il est également président de FANA F2A, intervenant dans l'accompagnement et le soutien des jeunes entrepreneurs en Afrique. Il est également auteur de 9 publications, plus un dixième en préparation. Exact. OK. Et entre autres, ces ouvrages sont le partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation, paru en 2013, et la conquête de l'extrême droite en France, 2014, et la France inquiète à son avenir, 2016. Nous recevons également Bardi Simplice, lui qui est titulaire de Master 2, professionnel à Action Humanité Internationale, du programme NOA et Marius Modus. C'est en espagnol, je crois. Noa Erasmus Mundus. OK. Il est également aussi responsable bénévole de l'association France Humanité. Exactement. Alors, pour ma première question, s'adresse à vous et demande à ce que nous apportons un éclaircissement sur certaines notions, à savoir qui est le migrant et l'immigrant. Bien, merci d'abord de nous avoir invités. C'est toujours intéressant de parler des questions d'actualité, mais aussi des questions qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Les migrations, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, ont toujours constitué la vie même des populations sur notre planète Terre. Maintenant, sur la question des migrations, il y a, vu de France, si je me place en France, j'ai l'émigration qui concerne le français ou la personne installée sur le territoire français qui quitte la France pour aller à l'extérieur. Ça peut être un séjour temporaire pour une raison personnelle, ça peut être un départ massif, comme on l'a remarqué pendant les guerres. La France, c'est aussi un pays de guerre, les gens ont tendance à l'oublier. La France s'est façonnée avec les guerres. Elle s'est construite à partir des guerres. Les conquêtes de régions sont passées par les guerres. Et donc, quand il y a une guerre, dans ce cas, nous sommes dans le cas des migrations de masse, mais ce sont les gens qui émigrent, qui quittent le pays d'origine, qui est la France en l'occurrence, pour aller à l'extérieur. Ensuite, il y a l'immigration. Ce sont des personnes qui entrent en France, quel que soit le pays d'où ils viennent. Ils peuvent venir d'Afrique, ils peuvent venir aussi d'autres pays européens. Il peut venir d'Amérique, mais en venant comme destination en France. Il est immigrant en France parce qu'il vient s'installer en France. Alors, entre les deux phénomènes d'émigration et d'immigration,
il y a des typologies qu'on peut relever sur les personnes concernées par ces mouvements de migration, et ces personnes, ce sont des migrants par nature. Ensuite, à l'intérieur de ces migrants, il y a plusieurs causes de migration. C'est dans ces causes-là qu'on va classer les migrations climatiques maintenant, les migrations économiques, les migrations politiques, etc. Des causes qui poussent la personne à quitter le territoire d'origine pour venir s'installer en France, dans le cadre de l'immigration en France. Mais en France, on a tendance à faire la confusion entre les deux. Non, c'est parce que les Français, peut-être, pour ceux qui ne sont pas forcément instruits, ont tendance à mélanger parce qu'on n'a pas d'autre concept. Et puis parce que les Français ou les gens qui vivent sur le territoire, ils ne connaissent pas eux-mêmes le phénomène de migration. Quand on n'a pas été concerné de près ou de loin par les mouvements, ni dans sa famille, ni dans ses proches, c'est quelque chose qui vous est étranger. Donc ces confusions, on peut les comprendre puisque c'est des concepts que les gens ne maîtrisent pas forcément. Mais il faut encore une fois dire à nos téléspectateurs qu'il s'agit que la migration se lie dans les deux sens. Dans le sens de départ de ceux qui quittent leur pays et dans le sens d'arrivée. Donc des personnes qui viennent s'intégrer sur le territoire. Alors ce territoire peut bien sûr être une terre de destination ou une terre de transit pour aller ailleurs. Mais quand on est en terre de transit, on n'est pas vraiment dans l'immigration, on est dans la migration, puisqu'on est en mouvement continu. Tant qu'on n'a pas encore atteint la destination finale qui devient votre terre d'immigration, vous êtes toujours en transit, vous êtes donc un migrant. Parlant du migrant, effectivement, il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, on retrouve en France beaucoup de personnes migrants et qui sont là pour différentes raisons. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez de la confusion au sein de la population qui ne comprend pas toujours ce flux migratoire qu'ils reçoivent sur le territoire, alors bien même que lorsqu'on va plus loin dans les différents textes, dans les différentes mesures que l'État met en place, on peut avoir un migrant pour des raisons familiales, en termes de regroupement familial. On peut avoir un migrant également en termes de venir faire mes études en France. Donc voilà, on peut également, si on se base sur l'actualité d'aujourd'hui, on peut également parler du migrant au nom de la demande d'asile. Et les parcours sont différents. Par exemple, le migrant qui est là pour des études, celui-là, avant de finir en France, forcément, il a besoin d'un visa études. Pour le migrant qui est là au titre du regroupement familial parce que son époux ou bien son épouse est déjà en France et est régulièrement intégré, c'est son droit d'être aux côtés, au nom de l'unité familiale, d'être aux côtés de sa famille. Donc voilà. Pourquoi dans ce cas, le migrant est associé à une négation? Non, c'est toujours le phénomène du rejet par ignorance. Par nature, l'être humain a tendance à se rapprocher de celui qui lui ressemble le plus. Le blanc va se mettre du côté du blanc, le noir va se mettre du côté du noir, l'asiatique va se mettre du côté de l'asiatique. Et c'est ce qui a créé, pendant des siècles par exemple, les grappes communautaires. Parce que c'est plus facile de se mettre ensemble. Nous connaissons même à Paris des quartiers qui sont devenus des quartiers spécialisés où vous allez rencontrer les Chinois, c'est un quartier chinois. Vous allez rencontrer les Indiens, c'est le quartier des Indiens, c'est le quartier des Maghrébins, etc. Ça, c'est des regroupements par affinité à la fois culturelle, bien sûr ethnique, mais aussi pour des facilités de vie. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, il a toujours été. On peut dire que dans l'ensemble des pays occidentaux, même si on peut ajouter les pays scandinaves, en Suède, vous allez trouver des grappes des communautés maghrébines, par exemple, qui sont là depuis des années. Ça, c'est naturel que les humains, en quelque sorte, par nature, aient une sorte de réflexe pratiquement négatif quand on voit une personne qu'on ne connaît pas, ou tout au moins qu'on ne veut pas connaître. Maintenant, c'est toujours un effort d'aller vers l'autre, surtout quand on imagine qu'il véhicule
des images négatives. Si c'est un arabo-musulman, si je suis un Européen chrétien bien investi dans mon milieu chrétien, je dirais d'accord, c'est mon prochain, mais c'est mon prochain quand même arabo-musulman. Vous voyez, il y a toujours une petite distance, en tout cas une réticence à pouvoir l'intégrer comme étant vraiment mon semblable. Il ne l'est pas encore. Il pourra l'être en essayant de travailler ensemble, de mettre en commun nos connaissances, de temps en temps de nous entraider, et là il devient mon semblable. Mais tant que je n'ai pas encore eu de relation régulière et longue avec la personne, il y a cette réticence-là. Je ne dis pas que ça doit se passer forcément comme cela, mais c'est le réflexe naturel des humains. Alors, je pense même que d'ailleurs, cette réticence n'est pas forcément liée toujours à la question de l'ignorance. Il y a aussi la peur. La peur parce qu'il y a le contexte actuel. La complexité même du migrant. Non, moi je parlais plutôt en termes de peur parce qu'actuellement, lorsqu'on prend l'actualité de la France, ce qui est d'actualité, c'est le terrorisme. Donc aujourd'hui, les gens, ils ont peur. Ils ont peur, donc au-delà de l'ignorance, il y a effectivement la peur de l'autre. Le migrant, je ne le connais pas, il peut provenir de divers horizons, il peut être musulman, il peut être, voilà. Donc on l'associe forcément au contexte actuel du terrorisme, si bien que celui qui est là, est-ce que ce n'est pas l'un des terroristes? Donc voilà, en plus de l'ignorance, il y a la peur aussi. Mais alors, c'est intéressant de regarder le migrant sur le parcours de l'histoire, puisque nous sommes dans le parcours du migrant. Lorsque, après la Première Guerre mondiale, la France a accueilli les Italiens, les Espagnols, les Portugais et les gens de l'Afrique de l'Europe de l'Est, pardon. Je pense aux Polonais, le Polonais, voilà, merci, aux Polonais. Et quand ils recevaient ces populations qui étaient des migrations intra-européennes, ces personnes étaient mal accueillies. Même si, alors ce qui est paradoxal, même si nous sommes dans des civilisations proches, ils sont tous catholiques pour l'essentiel, ils sont tous européens, ils sont en tout cas frontaliers, donc ils se connaissent au moins de par l'histoire. Mais malgré tout, lorsque ces communautés sont arrivées en masse, je pense aux communautés de l'Europe du Sud, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, qui sont venus migrer en France, ils n'ont pas été bien accueillis. Ils n'ont pas été bien accueillis parce que là, nous sommes dans un autre phénomène qui est celui de l'invasion de mon territoire. Mon territoire, c'est un village. Un village, je connais mon cousin, mon neveu, mon oncle, on se connaît, on est en famille, on se connaît. Maintenant, il y a un perturbateur extérieur qui arrive, il n'est pas de la famille, il n'est pas du village, il n'est pas du coin, si bien que l'étranger devient celui qui habite à 30 km en gros de mon domicile. Tant que je ne le connais pas bien, j'hésite. Mais s'il est français, ça peut aller, parce qu'il va me raconter son histoire de son village à côté. Mais s'il est italien, ou polonais, ou espagnol, ou portugais, c'est un étranger long. Donc, celui-là, il me pose problème. Là, l'autre question, c'est est-ce qu'il vient s'installer pour longtemps, ou il est en transit? Le problème, c'est que quand un migrant arrive, il ne peut pas lui-même vous dire combien de temps il va rester. Donc, ces gens-là qu'on pensait venir peut-être travailler et repartir chez eux, ils ne sont pas partis. Ils ont fait souche. Seulement, avec le temps, les compatibilités, on peut l'appeler ça comme ça, ethniques si l'on veut, entre Européens, se sont opérées et les Polonais, les Italiens, nos amis espagnols, portugais sont devenus des Français à part entière. Après, ils ne posent plus de problème et parce que nous n'avons pas le phénomène culturel qui vient perturber. Le phénomène culturel perturbant arrive lorsque les religions commencent à se distinguer. Lorsqu'on a des Arabes qui arrivent, qui sont musulmans, et malheureusement, si quelque part la guerre israélo-arabe éclate, c'était en 1967, on commence à dire tout Arabe est potentiellement tueur, donc il devient terroriste. L'ignorance, la culture de l'autre. Alors, on est dans un double phénomène. Il y a un phénomène d'une réalité. La réalité, c'est qu'il y a des guerres et que les gens, effectivement, se battent quand même, il y a des morts. Ce n'est pas une illusion d'esprit. Il y a une guerre, donc c'est une réalité. Le deuxième problème, c'est de dire, est-ce que cette personne qui vient de ces contrées-là est capable quand même de s'intégrer chez moi et de ne pas m'importer la guerre de chez lui? Ça devient un double phénomène qui va s'installer dans le cerveau des gens. Et chaque fois qu'on verra un arabo-musulman arriver, on se dira, pourvu qu'il ne soit pas, en tout cas, un élément de ceux-là qui font la guerre. Alors maintenant, plus tard, arrive le radicalisme islamique, celui qu'on connaît depuis, en gros, qui s'est pratiquement
on dirait, industrialisé depuis 2011 maintenant, qui aujourd'hui est venu, en quelque sorte, densifier ou amplifier la peur que les Européens, les Français de souche, le terme n'est pas juste, moi je préfère dire les Français historiques. Quand ils voient ces personnes arriver, ils se disent, mais finalement, s'ils viennent de ces régions de guerre, il y a de fortes chances qu'ils me ramènent la guerre ici. Et c'est là que le politique va intervenir en disant, attention, ces gens-là, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi ils sont là, c'est peut-être aussi des envoyés des terroristes. Mais il y a aussi la récupération politique qui influence sur l'opinion publique. Ah oui, ce sera toujours comme ça. Cela a toujours été. Au-delà même de la récupération politique, il faut aussi peut-être pointer du doigt aussi les acteurs de la communication, tels que les médias, qui informent souvent mal. Parce que c'est aussi ça, les médias sont exactement au courant de ce qui se passe ou bien ce qui pourrait se passer aux frontières, donc à la frontière de la France. Donc quand vous émettez une communication, une information sur un tel phénomène et que la population croit en ce que vous le dites, forcément, ça va déranger. On peut aussi s'intéresser à qu'est-ce qui pousse réellement ces migrants à quitter le pays d'origine. Alors, ça dépend. Tout à l'heure, on parlait en termes de plusieurs catégories de migrants selon les motifs, selon leurs raisons de venir en France. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de l'étudiant qui est en France. Généralement, et pour ce qu'on constate, il y a des jeunes Africains qui, malgré qu'ils aient déjà dépassé le cap de Bac plus 4, Bac plus 5, ils ont toujours envie de quitter leur pays pour venir faire une étude, par exemple, de Bac plus 4, parce qu'ils pensent que dans son pays, il n'a pas vraiment le boulot qu'il faut, malgré qu'il ait fini ses études. Donc, ils se donnent souvent une deuxième chance à chercher des bourses d'études pour venir en Europe. On a plusieurs situations comme ça. Ces facteurs sont multiples dans ce cas. Oui, naturellement, comme le dit Simplice, il y a un phénomène qui est complexe. Il est complexe parce qu'il n'y a pas un migrant, il y a des migrants, donc des situations complètement différentes. Exactement. Entre les migrants temporaires, ça c'est le cas par exemple d'un exilé politique, je dis bien exilé politique, parce que par définition, il a quitté son pays parce que les conditions de travail ou de vie dans son pays, de par son engagement politique, ne lui permettaient pas de s'épanouir dans ce pays, ou parce qu'il était pourchassé dans son pays. Donc il va chercher un asile, mais son asile est par définition temporaire. Lorsque les situations évolueront dans son pays, si la paix revient, la personne est susceptible de rentrer chez elle. Donc nous sommes dans une migration temporaire, mais qui est liée à des conditions politiques de la personne. Il y a une migration, cette fois-ci je vais dans l'autre sens, une migration longue. C'est le cas d'un regroupement familial. Quand on vient rejoindre ses parents, c'est pour faire corps avec la famille. Donc c'est pour vivre avec la famille. Si la famille est là, s'est installée, et même si la famille, les parents ont pris la nationalité française, c'est qu'ils s'installent déjà durablement sur le territoire. La personne qui rejoint la famille s'inscrit dans la durée. Nous sommes plutôt dans une sorte de partage d'avenir. Alors entre les deux, il y a d'autres phénomènes. Il y a des migrants de transit. C'est le cas, par exemple, des anglophones ou des personnes qui parlent d'autres langues, en tout cas qui ne parlent le français comme langue d'origine, et qui se disent peut-être que ma vie serait beaucoup plus facile si j'étais à côté des gens qui parlent la même langue que moi, en tout cas plus proche de moi. Donc la France va devenir une terre de transit pour ces personnes qui passent. D'autrement dit, on n'est même pas dans un phénomène de migration longue ou courte, c'est une migration de passage. Et entre les deux encore, je vais trouver d'autres migrants qui quittent les guerres chez eux. Là, nous sommes dans une situation réellement de déflagration des territoires d'origine, et ces personnes vont chercher plutôt un lieu d'accueil pour pouvoir vivre en paix. Ces personnes ne sont pas intéressées par la langue en tant que telle, ils sont intéressés par la sécurité. La sécurité, s'ils la trouvent en Espagne, ils s'installent en Espagne. En Espagne, il y a beaucoup de Maghrébins. Il y a aussi une histoire longue, c'est qu'au Moyen-Âge, un peu plus tard, jusque même dans le 10-12e siècle, l'Espagne était une colonie marocaine. Enfin, en dehors de ce phénomène-là, certaines personnes vont s'installer en Espagne, pas parce qu'ils parlent espagnol, mais parce que c'est la première terre
ils se sentent plus en sécurité. L'Italie est aujourd'hui devenue, par exemple, une terre d'accueil des Africains, pas parce qu'ils parlent italien, mais parce qu'ils ont fui les régions de perturbation, de guerre ou d'insécurité. La première sécurité qu'ils ont trouvée, c'était en Italie. Ils se sont installés là. Ensuite, ces personnes vont apprendre la langue. Après, il y a des migrants économiques purs. Ces personnes qui ne sont pas chassées de leur pays par des perturbations de guerre, par les poursuites politiques, mais parce qu'ils trouvent que dans leur pays, les conditions de vie ne sont pas favorables. Et ces personnes vont tenter leur chance dans les pays où ils espèrent avoir plus de chances de construire leur vie et leur avenir. Et ces personnes ne sont pas forcément intéressées par la proximité culturelle, ils sont intéressés par la possibilité de se construire dans le tissu économique là où ils vont. Je vais peut-être faire une précision sur ce que vous venez de dire par rapport à la migration au titre de l'asile. Voilà, ce n'est pas vraiment une migration pour un passage. Non, non, non. Quand ces migrants arrivent sur le sol français pour une demande d'asile, selon le contexte elle-même de la Convention de Genève, si c'est des personnes dont la France doit être responsable de leur demande d'asile, lorsque par exemple cette personne-là obtient la protection internationale de la France, c'est pour toujours. Parce qu'en réalité, elles n'ont plus vocation à retourner dans leur pays, de façon générale. Donc ce n'est pas une migration passagère. Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que là, vous touchez deux sous-ensembles. Il y a un sous-ensemble, j'en ai connu par exemple des réfugiés politiques cubains en France, qui sont retournés au Cuba après. Ça veut dire que pour eux, c'était un temps de répit, d'abord de protection absolument, ils avaient le statut de réfugiés naturellement, mais ils sont restés quand même dans le lien politique du pays d'origine, en se disant on va continuer le combat ici. C'était le cas aussi des gens qui fuyaient la dictature de Franco en Espagne, par exemple, et qui sont venus ici sous la protection française. Bien sûr, là, on était dans des situations encore beaucoup plus complexes que le Cuba, j'entends, puisqu'il y avait une guerre en Espagne. Au Cuba, c'est plutôt la maltraitance. Et ces personnes-là, quand ils sont venus sur le territoire français, ils se sont inscrites elles-mêmes dans le projet de retour dans le pays d'origine. Donc, ils ont eu la protection, ensuite ils sont repartis. Ça, c'est un premier sous-ensemble. Deuxième sous-ensemble, ce sont des exilés politiques, mais des régions de conflit. Et ceux-là, effectivement, quand ils arrivent ici, ils se disent « Oui, j'ai mon asile politique parce que des raisons politiques qui m'ont fait quitter mon territoire étaient telles que je ne pouvais pas y rester. » Mais en même temps, arrivé ici, la personne commence à s'inscrire, non plus dans le retour, mais dans le séjour durable dans le pays d'accueil. Ça, c'est une deuxième partie. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, mais il faut quand même faire la différence, hein, parce que pour des personnes qui, ayant déjà bénéficié d'une protection, et néanmoins qui retournent dans leur pays, généralement, elles sont forcées de retourner parce que pourquoi? Dans la protection, on en a deux types. Hein. Il y a une protection qu'on appelle la protection statutaire, donc des gens qui bénéficient d'une carte de 10 ans, d'accord, et qui n'ont pas vocation à retourner dans leur pays, sinon cette protection prendra fin. Par contre, ceux qui bénéficient de la protection qu'on appelle la protection subsidiaire, qui est annuelle, autant de fois que les motifs pour lesquels vous bénéficiez de cette protection existent encore, le jour où ces motifs prennent fin, l'État vous demande de retourner. Donc, je pense que c'est dans ce cas-là. Je vais prendre un troisième sous-ensemble. Un troisième sous-ensemble. Ce sont des réfugiés politiques qui ont reçu la protection, bien sûr, internationale, et qui ont poursuivi le parcours dans la demande de nationalité. C'est vrai chez nous, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai en Belgique, qui ont pris la nationalité du pays. Mais parmi ces personnes-là, on va trouver encore, on peut faire la arborescence, d'autres sous-ensembles à l'intérieur, des gens qui se disent, puisque j'en ai rencontré, qui me disent « j'ai reçu papier, maintenant j'ai une identité administrative, belge, française ou anglaise, administrative. Mais ça me permet maintenant de faire des allers-retours dans mon pays. Cette fois-ci, il n'est plus vraiment concerné par l'exil en tant que tel. Il devient quelqu'un qui a une nationalité extérieure de protection et qui lui permet de pouvoir voyager dans son pays d'origine. Parce que la personne a pris la nationalité. Parce qu'elle a pris la nationalité. Voilà. Puisque, malheureusement d'ailleurs, dans la clause de la protection internationale, la personne peut demander la nationalité du pays qu'il a accueilli. Il ne faut pas aussi oublier la construction identitaire de migrants en question. Parce qu'il y a la construction, l'identité, je vais dire, professionnelle
qu'il faut reconstruire, social, économique. Et tout cela détermine, caractérise l'individu qu'on reçoit dans le pays d'accueil. Effectivement, parce que ces personnes-là, généralement, les migrants, dans le contexte actuel dont on parle, beaucoup sont des médecins, des professeurs, des hommes d'affaires, des responsables d'entreprises, mais parce qu'ils voient leur vie menacée dans leur pays d'origine, sont obligés de fuir par tous les moyens. Donc, généralement, quand elles arrivent en France et qu'elles bénéficient d'une protection, forcément, le besoin qui s'offre à eux, c'est donc de se reconstruire dans la dignité. Donc, forcément, la plupart des gens, ils veulent souvent reprendre leur boulot d'avant. Alors, on se pose la question, est-ce que le migrant est toujours bienvenu en France aujourd'hui? Pour le cas de la France, effectivement, vu la politique, ça dépendra parce qu'il faut aussi juger la politique actuelle de l'accueil du migrant. Ça dépend. Dans ce domaine, alors, moi, je suis plutôt dans le domaine de l'asile. Donc, je sais que depuis les événements de 2015, où on a eu la réforme de l'asile, suite aux événements qu'on a connus, comment on appelle ça, par rapport aux migrants qui venaient de l'Irak, qui venaient de la Libye, qui venaient de la Syrie, qui venaient de l'Afrique de l'Ouest et qui sont morts dans la Méditerranée, l'Europe s'est assise, ils ont dit, bon, ok, on va réformer notre système d'accueil et on va le rendre standard pour chaque pays de l'Europe. Donc, le cas de la France, la réforme a eu lieu le 29 juillet en 2015. D'accord? Ça a été appliqué en novembre. Et selon cette nouvelle réforme-là, il y a eu beaucoup de changements. Anciennement, avant, quand les migrants venaient là, quand ils demandaient l'asile, je parle du migrant demandeur d'asile, la durée d'examen de son dossier pouvait prendre 1 an, 2 ans. Maintenant, au nom de cette nouvelle réforme-là, elle est réduite à 6 à 9 mois par rapport au cas de la demande d'asile. D'accord? Donc, je pense qu'il y a une politique, il y a une bonne volonté qui est mise en place, mais je pense que ça ne suffit pas. L'association dans laquelle, par exemple, je suis bénévole a été créée parce que c'est limite existant. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs, de nouveaux acteurs qui pourraient accompagner ces publics-là que l'État doit encourager. Il faut dire aussi, pour compléter ce que vous dites, effectivement, que les phénomènes d'immigration des personnes venant d'Asie, de Syrie, mais pas seulement, ils s'appellent Syriens, c'est pour une sorte d'appellation générique. Effectivement. Hein. Ouais. Mais là-dedans, vous avez des Afghans, vous avez des Pakistanais, vous avez de différents pays de cette région-là. Lorsque l'Allemagne a accès à, comme ça, subitement, par décision de la chancelière Angela Merkel, de recevoir jusqu'à 1 million de migrants, je dis bien de migrants de ces pays-là, l'objectif, autant des migrants que du pays d'accueil, n'est plus vraiment dans l'asile politique en tant que tel. L'Allemagne a pris le parti d'au moins de renouveler sa population en intégrant ces personnes de l'extérieur. C'est un acte politique volontaire, plutôt en quelque sorte de substitution de population. Substitution en tant pour une population qui est vieillissante en Allemagne, la main-d'œuvre commence à devenir de plus en plus rare, et les compétences, bien sûr, s'effritent avec le temps, puisque les vieux partent, mais les jeunes ne sont pas assez nombreux pour reprendre le travail des anciens. Donc, ils se sont dit, on va retrouver des main-d'œuvre moins chères, faciles à former. Et d'ailleurs, c'était étonnant, puisqu'à cette époque, on disait, on ne reçoit que des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens, pour au moins repeupler notre tissu rural allemand. Bon, il s'est trouvé que dans le million de gens accueillis, il y avait quand même un peu de professeurs, un peu de médecins, un peu d'ingénieurs. Enfin, c'était normal, mais ça faisait partie du jeu politique de ce moment-là. Ça veut dire que nous sortons du parcours normal du migrant tout seul qui essaie de se construire, mais parce qu'il y a un pays qui l'accueille et qui veut bien les accueillir et faciliter l'installation. Alors, vient un autre phénomène derrière, c'est justement le terrorisme, qui s'est introduit dans ce mouvement-là. Et ce terrorisme a fait que ce qui était accueilli comme étant une nouvelle population de peuplement pour l'Allemagne devient aussi un problème derrière. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la migration est vraiment une solution pour les migrants? Non, la migration... Lorsqu'on voit des migrants errer par-ci, par-là à Paris, au bord des routes... Les migrations ont toujours été une solution pour les migrants eux-mêmes, pour ceux qui viennent des pays en guerre.
c'est une solution. Ce n'est pas la solution idéale, mais c'est une solution parce qu'il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut se reconstruire. Lorsqu'on était commerçant dans son pays et pour des raisons de dévastation d'un pays, parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a des conflits ethniques ou tribaux, parce que le pays, malheureusement, n'arrive pas à couvrir tout le territoire de la sécurité nationale à laquelle ont droit tous les citoyens de ce pays, ces gens fuient. Et quand ils arrivent dans nos pays ici, dans les pays occidentaux, c'est en France, c'est en Allemagne, c'est en Angleterre ou d'autres pays européens, ou en Belgique ou aux Pays-Bas, la première réaction du migrant, c'est « je trouve la sécurité », je trouve mon logement, je trouve l'école pour mes enfants et je trouve une activité qui, de préférence, me ramène dans mon activité antérieure. Quand j'étais commerçant chez moi, je voudrais bien faire du commerce. Si j'étais médecin chez moi, je voudrais bien soigner parce que c'est une compétence qu'il ne veut pas perdre et c'est légitime, c'est normal. Alors après vient notre phénomène. Est-ce que le pays d'accueil, c'est la question qui est la sous-question de ce que vous venez de poser, est-ce que le pays d'accueil attend les médecins africains en France ? Est-ce que l'Angleterre attend les médecins pakistanais ou indiens en Angleterre? Ce n'est pas sûr. Ces personnes exercent l'activité parce que c'est leur métier à eux. Mais l'Angleterre ne se fait pas une politique de dire « je vais chercher les médecins ailleurs ». Ceci dit, il y a le chemin inverse. Ce sont les Anglais qui vont se soigner en Inde. Et ce sont aujourd'hui les Français qui vont se faire soigner au Maroc. Parce qu'ils ont des plateaux de chirurgie qui marchent très bien, qui étaient d'ailleurs installés par les Français au passage. Mais ça, c'est notre phénomène. Je voulais rebondir là-dessus, sur cette question-là. Si la migration aujourd'hui est une solution ou bien une bonne solution pour le migrant, moi je dirais oui et non. Ça dépendra de la solution, de la situation plutôt. Si on prend le cas de quelqu'un qui, dans son pays, a fait de longues études, qui n'a pas de boulot, et qui réussit à avoir une bourse d'études et qui vient en France et à la suite de ses études qui travaille, oui, c'est une solution. Si je prends par exemple le cas d'un demandeur d'asile, je ne parle pas du demandeur parce que parmi les demandeurs d'asile, il y a ceux qui n'ont pas le choix que de fuir. Par contre, il y a ceux qui passent par des vendeurs de rêves qu'on appelle des passeurs. Donc, qui leur vendent tout un rêve européen comme un paradis, et lorsqu'ils arrivent ici, pourtant c'est des gens qui sont propriétaires de biens chez eux et qu'ils arrivent ici, qui dorment dehors, je dirais non. Okay. Eh bien, ça nous permet de faire une transition sur la deuxième partie. Alors moi je pose la question si les migrants ont toujours conscience des risques auxquels ils s'exposent, parfois en prenant la route de l'Hexagone. Là, je dirais c'est oui et non. J'en parlais tout à l'heure. C'est oui et non. C'est les mêmes termes. Il y a... Parce que c'est un sujet quand même très important et qui mérite discussion. Notamment, ça dépend des tranches d'âge en fait. Pour les tranches d'âge, en gros 25-35 ans, ils sont conscients des risques. Après, le calcul, c'est quel est le risque que j'ai de traverser la Méditerranée, éventuellement d'être englouti dans les eaux de la Méditerranée, et de traverser jusqu'en Europe, et la malchance que j'ai de rester dans la pauvreté chez moi. Effectivement. Voilà. Donc, il va se dire, ben, en quelque sorte, je reste ici, à coup sûr, je mourrai pauvre, à coup sûr. Maintenant, je vais tenter la chance. Si je suis englouti par les eaux, c'est, bon, pas de chance, mais il y a quand même des gens qui sont parvenus à traverser la Méditerranée. Eh bien, il va raisonner comme un jeune qui va passer un concours, à qui on dit il n'y a que 10% qui réussissent. Bon, pourquoi il ne se mettra pas dans les 10%? Donc il va se dire je vais être parmi les rescapés. Il part avec l'idée que si jamais il y a 5 rescapés, il sera de ces 5-là. Il connaît le risque, il va braver la situation, mais avec l'avantage de dire si jamais je traverse, peu importe, je serai dans des conditions difficiles, mais au bout de quelques années, je pourrai me construire. Ça, c'est le premier. Ça, des gens qui connaissent le risque. Après, il y a d'autres à qui les passeurs, par contre, ne disent rien de ça. Oui. Ne disent rien. Simplement, on va lui escroquer les fameux 10 000 $ pour pouvoir prendre le bateau. Le bateau, un petit Zodiac trouvé par ailleurs, qui va prendre l'eau tout de suite une fois qu'il est lancé en l'eau, avec d'ailleurs 3 fois plus de capacité qu'il devait en contenir normalement. Et ces personnes-là, qui sont malheureusement des victimes des passeurs, les risques ne le disent pas. Parce que si vous étiez passeur et que vous dites aux gens, vous avez 80% de chances de mourir en Méditerranée, vous perdez votre business. Donc, quelque part,
vous vendez du rêve, et en même temps, vous faites de l'argent dedans. Vous êtes un homme d'affaires. Et ces gens-là qui ne sont pas informés sur les risques qu'ils courent, ils viennent en toute gaieté en disant, après tout, une fois arrivé en Europe, je serai le roi du pétrole. Il y a un autre phénomène, malheureusement, c'est le cas des situations d'emprisonnement qu'on connaît en Libye, au Maroc aujourd'hui, où malheureusement, voilà, où beaucoup, il n'y a pas que des Noirs, il y a aussi des Asiatiques, malheureusement. Donc, ces marchands de rêve, ils ont trouvé d'autres marchands aussi d'espoir quelque part, mais plutôt de désespoir, ceux-là. Ils prennent cette fois-ci ces malheureux qui n'ont pas pu trouver le rafio et qui les fait traverser la Méditerranée, on les met dans une sorte de terre d'accueil, de transit, et les vite saturés, ils sont quadrillés dans les grilles comme des animaux, ils sont là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a rien, mais on leur dit de toute façon, comme vous êtes des clandestins, on vous emprisonne. Vous voyez, ça c'est un risque, que les gens qui quittent notamment l'Afrique noire ne connaissent pas quand ils quittent leur pays. Mais toujours, là nous sommes bien dans la vente du rêve du passeur qui lui dit de toute façon, quand vous serez en Europe, vous verrez, tout ira bien. Il y a aussi une autre réalité qu'il faut ajouter. Il n'y a pas que les passeurs, mais il y a aussi les gens même qui bravent ces risques-là. Par exemple, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des gens qui prennent le bateau, qui traversent la Méditerranée. Généralement, ce départ, il est préparé, il est organisé par la communauté. D'accord? Et à la base, les candidats, ils ne sont pas 1, 2, 3, mais ils sont souvent 10. Ils font partie 5. Et généralement, quand parmi ces 5, il y a 2, 3, 4 qui arrivent à bon port, 100, ils téléphonent pour dire « Ah, ça se passe bien parce que je viens à peine d'arriver, on m'a mis dans un appartement. Donc vous aussi, vous pouvez prendre ce risque. Donc voilà, c'est ce qui encourage malheureusement ce genre de phénomène. Je voulais aussi dire que le risque n'est pas seulement économique ou matériel, comme vous l'avez si bien dit, il est aussi mental et psychologique. Parce que s'exposer en mer, s'exposer de la nature, passer 2 ou 3 jours dans la nature ou dans un pays, ou 2 ou 3 mois dans un pays inconnu, c'est aussi une autre forme de souffrance psychique qui fait que tôt ou tard, on a des séquelles de cette souffrance, de la traçabilité de tout ce qu'on a laissé. Alors, ça, c'est un autre phénomène, et ça, c'est pas. Moi, je dirais, c'est un débat universitaire, ça. Pourquoi? Parce que les gens qui quittent leur pays, en dehors des situations politiques graves, des sévices. Il y a tout de même un impact psychologique. Prenons une partie. Une autre forme de souffrance psychique. Oui, mais prenons une partie des gens qui viennent à l'aventure. Parce qu'ils pensent, ils rêvent de construire une vie meilleure à l'extérieur. Ça peut être aussi une immigration intra-africaine, ça existe aussi. Mais prenons ces migrations des gens qui viennent en Europe, en France en l'occurrence. Ces personnes-là, une partie de ceux qui viennent dans le rêve de pouvoir vivre mieux ici, ils ne se posent pas la question de rupture. Ils ne se posent pas la question de souffrance. Ce n'est pas ça le sujet. Parce qu'il souffre déjà chez lui. Donc, son problème, ce n'est pas de dire, quand je serai dans ce pays où je ne connais personne, je ne parle pas leur langue, je ne sais pas comment ils sont structurés socialement, je ne sais même pas si je peux trouver une situation convenable immédiatement, mais, comme il vient de le dire Simplice, à juste titre, il a reçu déjà une information au départ. Cette information, par un coup de fil, par un petit courrier du cousin qui est déjà arrivé, mais qui dit ça se passe bien, même des fois ça ne se passe pas bien, mais il est obligé de dire que ça se passe bien. Donc la personne va s'inscrire dans le rêve et pas dans la rupture, pas du tout, dans le rêve. Bien sûr, arriver ici... On abordera la rupture tout à l'heure. Donc cette personne va arriver en se disant, pourvu en tout cas que j'y arrive, je mette les pieds dans ce pays, à une fois que j'ai mis les pieds dans le pays, eh bien je vais me débrouiller parce que tout le monde se débrouille, on y arrive. Donc il va se débrouiller. Alors après, il y a des situations qui se compliquent. Si je prends l'exemple des exilés maliens, vous savez que le Mali est, avec certains pays, on ne va pas dire lesquels, a un taux d'alphabétisation parmi les plus faibles du continent, les plus faibles, 30% aujourd'hui. Et donc 70% des Maliens sont des analphabètes. Je ne dis pas illettrés, mais analphabètes. Et cette population, vous la retrouvez aussi parmi les migrants. Ce qui fait que l'analphabète, quand il arrive ici, c'est le Nigeria, ça peut être le Niger, mais ça peut être aussi la Guinée, ça peut être aussi le Mali, les pays qui ont vraiment un très faible taux d'alphabétisation. Et quand ils arrivent ici, le rêve en question, il ne va pas s'écrouler, mais il va se dire, avec mon niveau à moi, qu'est-ce que je peux avoir comme travail? Donc, il va retrouver, et là on retrouve les grappes qu'on trouve dans les pays anglo-saxons, des communautés maliennes.
les communautés guinéennes, qui Il vont y a l'aider. le rêve, il y a le rêve, mais il y a aussi la réalité du pays d'accueil. Non, Et le rêve peut Non, la réalité, ne c'est pas après. se réaliser. Non, la réalité, c'est après. Quand la personne arrive, il n'est pas dans la réalité du pays d'accueil. Il est dans la réalité de la communauté qui le reçoit, qui l'accueille. Il est dans la réalité de ceux qui vont lui indiquer les premières passerelles pour arriver à se construire une trajectoire. C'est après que les choses peuvent se passer autrement. Autrement dit, s'il ne trouve pas de travail, malgré les efforts... L'absence des attentes du pays d'accueil, par exemple. Mais ça peut aussi la France, notre forme non, de non, souffrance. il faut dire aussi aux migrants, la France, l'Allemagne, l'Angleterre n'attendent pas les migrants. Je veux dire, il n'y a pas une porte quelque part, il n'y a pas un endroit où on dit, on est là, on attend les prochains migrants qui arrivent. On ne les attend pas, ils arrivent. Ils arrivent. Effectivement, la France, comme les autres pays européens, se sont organisés à quand même, à titre préventif, mettre en place des politiques d'accueil. Parce que forcément, le phénomène de la migration, c'est un phénomène qui est connu par presque tous les pays européens aujourd'hui. D'accord? Mais le risque de la souffrance psychologique, comme il le disait si bien, au départ, ce n'est pas envisageable. Ils ne pensent pas à ça. Ils pensent à l'arrivée. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des idées. Donc ils disent, quelle que soit la difficulté que j'aurai à braver, l'essentiel pour moi, c'est d'arriver à bon port. Parce que je sais que là où je vais, il y a beaucoup d'avantages. Donc eux, ils se reconfigurent comme ça. Ce qui est malheureux. Et pour ce que moi, je constate souvent, parce qu'on a reçu dans mon bénévolat, on reçoit beaucoup de populations, beaucoup de personnes qui... ayant parcouru ces trajets avec plusieurs difficultés, ils ne se rendent même pas compte, par exemple, qu'ils sont malades. Tout de suite, quand ils arrivent là, ils disent, bon, ouais, on m'a dit, pour la demande d'asile, je bénéficierai de ça, ça, ça. Donc, généralement, dans leur discours, ils vont vous parler du logement, de l'aide financière, ils vont vous parler de la couverture maladie universelle, ils ne vont pas parler de leur état de santé. C'est à un moment donné, quand vous les orientez souvent vers des centres médicaux d'accueil, c'est là qu'on découvre qu'ils sont malades. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas envisagé au départ, dans son parcours, ce risque. Dont je parlais. Oui, mais au départ, ils ne l'envisagent pas. Ils ne le savent pas. C'est après que ça se découvre. Après que ça se déclenche, lorsque, par exemple, il y a eu une difficulté à avoir un appartement où on est obligé, où ils se voient souvent dormir dehors et clac, la difficulté arrive. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, on peut donc passer de l'illusion à la désillusion, d'où la dépression. Effectivement. Oui, il peut y avoir, avant qu'on arrive dans cet enchaînement-là, une première étape qui est la déception. La déception, c'est effectivement quand j'ai quitté le pays, on m'avait tellement vendu la France comme un paradis. Arrivé là, à la limite, vous ne verrez pas d'herbe. Il n'y a que des immeubles hauts, le logement est gratuit quasiment. Arrivé là, on vous prend, on vous met dans un appartement immense comme votre village d'origine. Donc, quelque part, la personne est encore dans le rêve jusque-là. Et c'est lorsque, effectivement, arrivé ici, il va se heurter à la difficulté de la vie. Il va faire le 15 pour pouvoir trouver un logement. Le 115. Voilà, on va lui dire, voilà, on n'a pas d'autre logement que ça. Il va trouver une chambre exiguë, pas forcément bien entretenue. Il va se dire, finalement, la France, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est le début de la déception. Il commence à maintenant construire un autre mécanisme de défense dans ce cas-là. C'est comment je peux faire maintenant pour échapper à cette décadence qui me frappe, en tout cas à laquelle je n'étais pas préparé. Là, il peut y avoir le phénomène dont vous parlez, de la déception, la désillusion, et même effectivement jusqu'à la déprime, avant d'arriver à la dépression. C'est finalement comment je vais m'en sortir. Là, dans les pays anglo-saxons où le système communautaire va être un système de rattrapage, de récupération et d'accompagnement, il va se tourner vers la communauté, qui va l'aider à trouver un vrai logement cette fois-ci, un emploi. N'oublions pas qu'en France aussi, on commence à avoir ce même phénomène. Il n'est pas inscrit comme tel, mais il se déroule comme tel. Je prends l'exemple. Dans l'est de la France, il y a beaucoup de communautés turques. Mais vous ne verrez pas les Turcs à Pôle emploi. Ils n'y vont pas. Pourquoi? Parce que la communauté turque,
quelle que soit l'ethnie d'origine. Parce que quand on est à l'étranger, on n'appartient plus à la tribu, ni à l'ethnie d'origine. On appartient à un espace géographique national. Et quand vous êtes à l'extérieur, c'est cette nation-là qui vous accompagne. Et donc, quand ils arrivent en France, ce sont les communautés qui vont se mettre ensemble pour donner du travail aux ressortissants de leur pays d'origine. Vous voyez? Donc là, quand la désillusion commence à s'installer, le premier réflexe, si vous avez une communauté, c'est de vous rapprocher de la communauté et demander qu'elle vous prenne en charge. Ça veut dire que vous donnez le travail, hein, vous travaillez, vous êtes payé. Ça vous permet d'aborder la troisième partie de notre émission, la politique d'intégration et d'insertion. Alors, que faire pour une meilleure intégration du migrant en France? Ça dépend. Alors, aujourd'hui, si je prends le cas de la France, on a deux types de dispositifs. D'accord? On a le droit commun, qui appartient à tout le monde, qu'il soit français ou étranger, mais venu sur le sol français de façon régulière. D'accord? Donc ça peut être par exemple un jeune étudiant qui a fini ses études et donc maintenant qui a besoin de s'intégrer à la France. Il va subir le même système, le même dispositif que le jeune français. Si on prend également le cas du dispositif du droit de l'asile, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a une bonne volonté politique, peut-être qui est motivée par une volonté européenne. Si bien que la France n'a pas le choix que de faire comme le voisin et d'améliorer son système d'accueil. Donc vous voulez dire que les autochtones et les étrangers ont les mêmes avantages ici en France? Par exemple, si je prends le cas toujours d'un étudiant ou bien de quelqu'un qui a été recruté depuis son pays qui vient en France pour travailler, il a le même droit presque que le citoyen français, puisque c'est le dispositif du droit commun qui régit son intégration. Pour faire une demande de logement, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire d'aller à la mairie, de faire une demande de logement social. Pour faire la demande de la CMU, ils vont plutôt regarder votre situation familiale, votre situation professionnelle pour vous accorder. Et c'est la même application que le français. Vous parlez du logement, mais où est logé le français, où est logé le migrant? Il y a aussi cette démarcation. C'est un autre cas. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure. Non, bien sûr, ça fait partie aussi. Oui, mais ça c'est un autre cas parce que, oui, effectivement... Des formes de discrimination qui disent par leur nom. Peut-être on peut le voir ainsi, mais ce phénomène-là, je pense qu'il n'est pas pareil partout, dans tous les départements. On sait où est logé le migrant, on sait où est logé le français. Mais ça, c'est une situation de politique, moi je pense, des autorités municipales aussi, hein, parce qu'il y a des communes où les autorités municipales ne souhaitent pas qu'on construise des HLM. Oui. Voilà, parce que derrière, il y a des quotas, il y a des taxes à payer à l'État. Aujourd'hui, si je décide que je ne souhaite pas recevoir des HLM sur mon territoire, on vous dit, OK, mais vous payez une taxe à l'État. Et il y a des mecs qui le font. Oui, il y a des situations... Là, on sort carrément du cadre des politiques du logement. C'est une politique de logement, mais ce qui n'est pas respecté. Ce qu'il dit, c'est la fameuse loi SRU, de la rénovation urbaine, dans laquelle, naturellement, chaque commune est supposée avoir 25% de logements réservés au logement social. Mais certaines communes, pour des raisons idéologiques, naturellement, ont décidé de se passer de cette loi-là. Voilà. Les pénalités, ils les payent. Voilà. Comme généralement, c'est des gens qui ont des revenus relativement élevés, on finit par trouver, par le biais de l'impôt local, de l'argent pour pouvoir compenser cette pénalité imposée par la loi. Ça, c'est un premier phénomène. Donc, autrement dit, ces migrants-là ne peuvent pas trouver de place là. Ceci dit, si le migrant est fortuné, il peut toujours trouver une place. Mais dans ce cas, il n'est pas de logement social, il peut être dans l'intermédiaire ou alors dans le logement privé où il va payer 2 fois plus de loyer, mais c'est les moyens, pourquoi pas. Ma question demeure toujours, est-ce qu'il y a vraiment une vraie politique d'intégration et d'insertion professionnelle des migrants en France? Ça, c'est une autre question. Ça veut dire que nous avons passé le cap de l'installation du migrant et nous entrons dans le parcours, cette fois-ci, de construction du migrant. Dans ce parcours, des phénomènes sont aussi variés. Je prends encore 3 exemples pour aller très vite. Soit la personne va s'adresser au système social tel qu'il est construit, tel que Simplice vient de le présenter, et dans ce cas, le dispositif va l'accompagner.
jusqu'à ce qu'il trouve un emploi, une formation qui correspond à ses capacités, et éventuellement même, à moins de lui trouver un emploi, notamment si c'est un jeune, il y a des pôles d'emploi des jeunes, si c'est une personne plutôt qualifiée, on va lui trouver dans les formations professionnelles les instances qui vont l'aider à trouver un emploi, et donc il est dans le circuit officiel, normal, mis en place dans notre politique d'intégration sociale. Maintenant, il y a d'autres qui vont plutôt s'adresser à des circuits communautaires. Là, vous trouvez, je prends un exemple, les Indiens en France, dans le 10e arrondissement de Paris, il ne faut pas s'adresser à Pôle emploi, ni à l'assistance sociale locale, parce que la communauté elle-même elle a un système complet, tout y est. Donc l'aide familiale, l'aide sociale, l'aide financière, tout est là, tout est à disposition. Je parlais de la communauté turque dans l'Est de la France, c'est le même modèle. Autrement dit, il ne va pas s'adresser au circuit officiel d'intégration, il va suivre le circuit plutôt communautaire. Maintenant, une fois que la personne entre dans le parcours d'intégration, il y a plusieurs situations. Soit il est dans le parcours d'intégration longue, donc il veut vraiment faire corps avec le pays. Là, il va passer les différentes étapes de l'intégration. L'intégration par le logement, pour lui, ensuite par l'école, parce que les enfants, quand ils vont à l'école, ils vont de plus en plus s'intégrer culturellement avec leurs petits camarades. Et vous savez que parfois, les parents sont intégrés par les enfants. Parce qu'ils vont dans les conseils de classe avec les autres parents, parce qu'il y a des kermesses qui s'organisent, il y a des fêtes de l'école où les parents vont venir cette fois-ci rencontrer d'autres personnes, d'autres milieux, mais de cultures aussi qui peuvent être différentes. Ceci dit, il construit un corps social dans lequel la personne va s'insérer tout doucement par l'école. Ensuite, le travail, c'est l'autonomie. C'est de ne pas dire je dépendrai des aides sociales. Un jour, je gagne ma vie par mon salaire, par mon travail. C'est l'intégration par le revenu. Donc, autrement dit, je commence de plus en plus à être moi-même partie active dans la nation, dans le territoire qui me reçoit. Après, après le revenu, vient l'intégration que j'appelais territoriale. Pourquoi territoriale? Parce que vous n'êtes pas obligé d'être dans la grande ville. Les gens viennent s'agglutiner dans les grandes villes comme Paris, comme Lyon, comme Marseille, alors qu'il y a des villages qui sont vides. L'intégration territoriale, c'est quelqu'un qui va dire « j'achète ma maison dans un village à 100 km plus loin, j'ai trouvé une terre, je m'installe, si je suis artisan, je fais mon activité d'artisan. Si je suis commerçant, je vais créer le commerce. C'est là que vous allez trouver des boulangers, vous allez trouver des pâtissiers qui ne sont pas du tout européens d'origine, mais qui ont trouvé un espace physique dans lequel ils vivent et dans lequel ils vont exercer leur activité. Alors moi, je voulais poser juste une petite question. Que pensent des gens qui disent que le migrant profite de la France ou de la protection sociale ou du système français social? Ça, il faut reconnaître que c'est une réalité. On ne peut pas le nier. Si je prends par exemple le cas des personnes qui sont venues en France... Si c'est une réalité, c'est qu'il n'y a pas d'intégration. Non, je ne dirais pas ça en ces termes-là. Non. Je vais peut-être m'expliquer pour mieux étayer ce que je vais dire. Si je prends le cas d'un jeune africain qui est là, qui a bien compris les avantages sociaux et la facilité qu'il y a, par exemple, d'être logé par exemple par le 115, imaginons, de bénéficier des aides alimentaires du Secours populaire. Je dis que le 115, ce n'est pas un bon logement. Non, ça dépend. Le flux faisant que, souvent, le 115, il est aujourd'hui saturé. Donc, il donne des priorités aux femmes et aux enfants. D'accord? Donc, aux familles, généralement. Il fut un temps où c'était tout le monde qui avait accès au 115, même la personne isolée, sans famille. Mais aujourd'hui, ils ont vu que la demande étant trop et le dispositif est peu, donc ils préfèrent donner priorité aux familles et aux femmes enceintes. D'accord? Donc, je continue pour dire, la personne qui est là, qui sait qu'elle peut être logée, par exemple, par le 115, donc bénéficier d'un logement de façon gratuite, d'aller au Secours populaire ou au Secours catholique pour bénéficier d'une aide alimentaire et qui ne veut pas sortir de ce système. Qui préfère profiter de ce système sans même faire un effort. Il y a des gens... Que dis-tu des Français qui se retrouvent dans la même situation que
ces migrants dont tu parles, ils profitent aussi du système français. C'est français. Oui, bien sûr. Français. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une réalité. L'accès est libre. Il est libre et il est, je dirais, ouvert à toutes les personnes qui le souhaitent. Mais un élément que je voulais ajouter sur ce parcours-là, bien sûr, profiter du système. Dans les années 60 et début 70, les gens ne profitaient pas du système parce qu'ils travaillaient à ce moment-là. On n'était pas dans le plein emploi. Lorsque Giscard d'Estaing est arrivé au pouvoir, la France avait 700 000 chômeurs. Et quand il est parti en 80, on avait déjà doublé, 1,5 million. Après, ça a augmenté. Nous sommes aujourd'hui en gros à 6 millions de chômeurs. Mais avant que nous ayons des problèmes de chômage, les gens travaillaient. Donc, autrement dit, le migrant ne profitait pas du système parce qu'il était contributeur économique. Mais depuis que le chômage est devenu une sorte de situation durable dans l'ensemble du territoire, qui frappe autant d'ailleurs les Français que les étrangers, naturellement, la personne est obligée de regarder le côté social. 2 minutes. Le côté social. Donc, on peut dire qu'effectivement, il profite du système parce qu'il se dit « j'ai pas de travail, mais je vais être des filets de sécurité dans le modèle social français dans lequel je vais trouver ma place. » Il sait qu'il ne mourra jamais de faim. Il y aura toujours des organisations pour l'aider à manger. Il sait qu'il doit, si vraiment il veut vivre dans la précarité, mais en dormant quelque part, il y aura toujours 115 pour l'héberger. Ce n'est pas l'idéal, mais il sait bien qu'il a un toit pour dormir. Cette fois-ci, cette personne, s'il dit le travail, je ne le trouve pas, mais je ne vais pas rentrer chez moi, il sait qu'effectivement le système social va l'aider quand même à survivre. Effectivement. Merci, nous sommes au terme de notre émission. Je vous remercie d'avoir partagé ce bon moment avec nous. Et à la prochaine. Merci pour votre invitation. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.